Nous revenons toujours à la partie biotechnologie, aux activités 1 et 2, préparées par Jobal Hamouche et Al-Khawan. Je vous présente la troisième partie de cette activité, de cette leçon. Donc, nous passons maintenant à la deuxième partie qui est la transgenèse. C'est quoi par définition la transgenèse? C'est un processus qui consiste à transférer un ou plusieurs gènes, donc des gènes étrangers ou exogènes, ça veut dire qui n'appartiennent pas à l'espèce à laquelle je donne ce gène, je transfère ce gène. Il est nommé donc gène étranger ou je le nomme communément transgène. D'un organisme à un autre, appartenant à des espèces différentes, comme c'était dans le cas de l'insuline. On a pris le gène humain, on l'a intégré, on l'a transféré à une bactérie, donc à deux espèces complètement différentes. Le transgène peut être exprimé dans l'organisme transformé, qui acquiert alors un nouveau caractère. Donc l'organisme qui est transformé, qui a dans ce cas la bactérie, c'est la bactérie qui a pu exprimer le gène de l'insuline. Donc, elle a eu ce nouveau caractère, le caractère de produire la protéine insuline. Lorsqu'on parle de transgenèse, on parle aussi d'organismes transgéniques ou organismes génétiquement modifiés sous le nom de OGM. Je ne sais pas si vous avez jamais entendu parler de OGM, mais c'est très à la mode, surtout en Europe, surtout dans tout ce qui est agroalimentaire. On parle beaucoup d'aliments OGM, d'aliments génétiquement modifiés, comme des fruits et des légumes qui ont de nouveaux caractères, comme par exemple avoir une durée de vie plus longue que celle d'un autre fruit à qui on n'a pas inséré un gène étranger. Donc un OGM, c'est un organisme ayant reçu de un, intégré de deux et exprimé le gène transféré et qui exprime les nouveaux caractères portés par ce gène. Donc faites bien attention à ce slide, il faut retenir les définitions. Ça se demande comme question de cours. On vous demande de montrer que cet organisme est un OGM. Vous avez à dire c'est un OGM car il a reçu, intégré et exprimé le gène transféré. Parce que parfois on essaie de faire l'expérience, on essaie d'intégrer ou bien de transférer un gène étranger dans le but de fabriquer un OGM, mais l'expérience ne réussit pas et par suite le gène n'est pas intégré. Comment je sais qu'il n'est pas intégré? C'est parce que il n'a pas exprimé, ça veut dire la protéine désirée n'est pas synthétisée par cet organisme. Une fois que la protéine est synthétisée par cet organisme, je peux dire qu'il a reçu, intégré et exprimé le gène transféré. Entre parenthèses, et juste pour votre culture, au laboratoire, lorsqu'on fait la transgenèse pour s'assurer que la bactérie a intégré le nouveau gène, on introduit avec ce gène un gène fluorescent. Donc, si la bactérie et le plasmide, il a intégré ce nouveau gène, c'est qu'il a intégré avec lui le gène fluorescent. Par suite, après multiplication des bactéries, ce qu'on fait, c'est qu'on illumine ces bactéries avec une lumière qui va montrer la fluorescence. Donc, si j'observe des bactéries fluorescentes, c'est que ces bactéries sont des OGM qui ont reçu, intégré et exprimé, qui sont capables d'exprimer le gène transféré. Les bactéries qui ne sont pas fluorescentes sont à éliminer. J'isole et je travaille uniquement avec les bactéries fluorescentes, donc qui ont intégré le gène d'intérêt. En général, c'est une des techniques de savoir si la bactérie est devenue vraiment un OGM ou pas. Nous allons voir dans ce qui suit deux exemples de transgenèse. Le premier chez les plantes et le second chez les animaux. Donc, comme on a déjà dit, la transgenèse consiste à transférer un gène étranger dans les cellules embryonnaires d'une plante. Pourquoi embryonnaires? Parce que elles sont capables plus facilement d'intégrer et lorsqu'elles se multiplient, elles vont se multiplier avec ce gène étranger. De cette façon, je m'assure que toutes les cellules
de cette nouvelle plante ont intégré, sont des OGM, elles ont intégré le gène étranger, et de cette façon, toute la plante est un organisme génétiquement modifié. Donc la plante va grandir en se transformant en une plante génétiquement modifiée qui exprime les nouveaux caractères désirés. Voici le premier exemple qui est très important parce que c'est comme cet exemple que vous allez avoir dans les tests. L'exemple, c'est la production de plantes résistantes aux insectes. Donc, on peut fabriquer des plantes qui résistent aux insectes. De cette façon, on n'a plus besoin des insecticides. Qu'est-ce qu'on fait? On cherche une première bactérie qui est l'Agrobacterium tumefaciens. Il contient un plasmide nommé T. Ce plasmide est responsable d'une forme de cancer de la racine de certaines plantes. On extrait le plasmide et on enlève les gènes tumoraux, ça veut dire responsables du cancer. Et d'une autre bactérie nommée Bacillus thuringiensis, qui possède un gène qui commande la synthèse d'une protéine toxique pour certains insectes, je vais isoler le gène insecticide, le gène qui fabrique les protéines, qui code pour la fabrication des protéines insecticides. Et qu'est-ce que je fais? Je vais insérer ce gène étranger, ce gène insecticide, dans le plasmide de l'Agrobacterium. Et je vais l'intégrer à l'intérieur de cette bactérie. Donc, réintégration du plasmide, cette fois recombiné parce qu'il contient le gène étranger, dans l'Agrobacterium. Infestation de protoplastes à l'aide de bactéries modifiées. C'est quoi un protoplaste? À partir d'une plante, je vais prendre le protoplaste. Le protoplaste, c'est en fait une cellule végétale qui ne possède pas une paroi cellulaire. Elle possède uniquement une membrane cytoplasmique. C'est pourquoi elle est facilement perméable au transfert des gènes. Donc cette bactérie renfermant le gène d'intérêt, elle va comme si infecter le protoplaste et introduire le gène demandé. Je vais faire la culture de protoplastes. Je vais avoir des colonies donc de ces protoplastes pour augmenter leur nombre. Ensuite, je vais avoir une jeune pousse. La plante va commencer à grandir, les cellules vont former la plante. Et à la fin, je vais avoir une plante synthétisant son propre insecticide. Comment je sais que c'est un OGM? Parce qu'elle a reçu, intégré et exprimé le nouveau caractère qui est la fabrication de protéines insecticides. Voici quelques questions auxquelles vous devez répondre. D'autres applications, c'est la production de super tomates qui peuvent rester consommables pour une durée plus longue que la durée ordinaire. J'ai déjà donné l'exemple. Et la production du riz doré capable de synthétiser la bêta-carotène, qui est un précurseur de la vitamine A. Donc le riz pourra synthétiser de la vitamine A. Le deuxième exemple, c'est la transgenèse chez les animaux. Les animaux transgéniques sont créés par transgenèse, dans laquelle un gène étranger, c'est le transgène, est introduit dans les cellules d'un animal pour lui conférer, pour lui donner une nouvelle propriété. Bien sûr, cette propriété doit être avantageuse pour l'humanité. Sinon, il vaut mieux ne pas la faire. En espérant que cette nouvelle propriété sera transmise à sa progéniture, ça veut dire à sa descendance. La méthode principale pour créer des animaux transgéniques est la micro-injection du gène étranger dans le pronucléus, au noyau d'un ovule fécondé. À savoir que le pronucléus, c'est le noyau de l'ovule juste avant de s'unir avec le noyau du spermatozoïde. On parle des deux pronucléi, même s'ils sont dans le même cytoplasme, mais avant leur fusion ensemble, ils sont nommés pronucléus. Donc, juste avant la fécondation, je vais injecter le gène étranger, soit dans le noyau de l'ovule, soit dans le noyau du spermatozoïde. Dans cette méthode, le sperme et l'ovule d'une espèce animale sont unis pour être fertilisés, pour être fécondés, in vitro, ça veut dire dans une boîte de pétri, au laboratoire, c'est ça. La boîte de pétri, c'est comme celle-ci. Voilà. Donc j'ajoute à un ovule le sperme pour qu'il puisse la féconder.
Avant que le zygote ne commence à se diviser, le zygote, ça veut dire la cellule œuf qui résulte de l'union des deux noyaux, de l'ovule et du spermatozoïde. Avant qu'il ne commence à se diviser pour se transformer en embryon, le transgène est déjà injecté dans le noyau parce qu'il est injecté dans l'un des deux noyaux. Donc après la micro-injection du transgène dans le noyau, l'embryon peut grandir et se développer durant 5 jours. Et cet embryon, bien sûr, il a déjà le transgène. Avant d'être implanté dans l'utérus d'une maman porteuse qui a été traitée par des hormones afin de produire un état physiologique semblable à celui d'une femme enceinte. Donc on la traite avec des hormones pour que son corps se prépare à l'anidation, au fait d'accepter ce nouveau embryon et à préparer son utérus pour être un milieu favorable au bon développement de l'embryon. L'embryon se développe dans l'utérus d'une maman porteuse pour devenir un individu qui exprime le caractère désiré. S'il a par exemple une maladie et qu'on a introduit le bon gène et non pas le gène défectueux, le gène malade, l'enfant qui va naître, le bébé qui va naître, il sera normal. Il n'aura pas la maladie qui devait être transmise par ses parents. Ce slide est à comprendre, mais c'est pas à retenir. Le slide qui est là, il vous montre un exercice d'application sur la transgenèse chez les animaux. C'est la production de souris fluorescentes, comme je vous l'ai montré au début. Voilà, donc ce sont les souris fluorescentes. Vous êtes amené à lire seul le document, à traiter les questions, qui sont très faciles d'ailleurs. Et je termine avec les deux derniers slides. La thérapie génique. Qu'est-ce que la thérapie génique? C'est une technique expérimentale qui utilise les gènes pour traiter des maladies. Donc, dans ce cas, je ne vais plus traiter les maladies, surtout les maladies géniques, bien sûr. Je ne vais plus les traiter avec des médicaments parce que le médicament n'est pas un traitement curatif. Ça veut dire que je ne vais jamais guérir complètement la maladie. Une fois que j'arrête le médicament, tous les symptômes vont revenir. Par contre, dans la thérapie génique, je vais une fois pour toutes guérir la personne. Dans le futur, et le futur c'est maintenant d'ailleurs, on commence à la faire dans d'autres pays, cette technique pourra permettre aux médecins de traiter un trouble en insérant un gène dans les cellules du patient, au lieu d'avoir recours aux drogues et aux chirurgies. Lorsque je dis drogue, ça veut dire aux médicaments. Indiquer une différence entre la production d'OGM et la thérapie génique, et là c'est à retenir, ça se demande. La thérapie génique a généralement pour but de guérir des individus ou permet de traiter des maladies donc les individus qui ont une anomalie. Et lorsque je dis guérir des individus, c'est parce que le mauvais gène est déjà présent, donc la personne est déjà malade. Moi, je vais la traiter, la guérir par thérapie génique. Or, lorsque je parle de production d'OGM, elle se fait dans l'intention de guérir des individus ou plutôt de prévenir. Donc là, c'est traiter, là, c'est prévenir des maladies. Pourquoi? Parce que moi, j'insère le gène dès qu'il est embryon. Donc, la maladie qu'il devait avoir est déjà prévenue, il va plus l'avoir. Ou bien la maladie qu'il pouvait avoir, par exemple la plante qui pouvait être attaquée par des insectes et développer des maladies. Voilà, j'ai prévenu en transformant cette plante en OGM. On a terminé les activités 1 et 2. Merci bien pour votre attention. J'espère que vous avez tout compris.